La société médiévale, suzerains et vassaux. À un moment du Moyen-Âge, où l'absence de pouvoir fort a comme conséquence une multiplication de la violence, le pouvoir appartient au guerrier bien armé qui peut imposer sa force et sa protection. C'est à cette période qu'apparaissent les premiers châteaux forts. Le château rappelle aux habitants qui est le maître de la région. Les châteaux sont donc la conséquence de cette nouvelle organisation de la société qu'est la féodalité. Dans ce système, si on protège, on est un suzerain. Et si on obéit, on est un vassal. Le suzerain est le seigneur d'un vassal ou de plusieurs vassaux. Donc tout en haut de la société féodale, qu'on peut représenter sous la forme d'une pyramide, se situe le suzerain. C'est par exemple l'empereur, le roi ou le pape, puis on trouve, en descendant la pyramide, ses vassaux. Mais il faut bien comprendre qu'on peut à la fois être vassal et suzerain. Par exemple, le vassal d'un roi peut à son tour devenir le suzerain d'autres seigneurs moins puissants que lui. Alors de quand cette organisation de la société date-t-elle? À l'époque de Charlemagne déjà, vers 800, ce système se met en place. Les vassaux de l'empereur s'engagent publiquement à lui obéir. L'empire de Charlemagne a ainsi été divisé en plus de 200 comtés confiés à des nobles, les comtes. Ceux-ci disposaient de pouvoirs confiés par l'empereur, par exemple rendre la justice, collecter les taxes ou lever les troupes. L'empereur s'assurait de la fidélité de la noblesse en lui confiant la gestion des terres de l'empire en échange de leur serment de fidélité. Dans le système féodal, les relations entre personnes s'appuient sur un contrat oral entre les partenaires. Celui qui offre sa protection est donc appelé suzerain et celui qui est protégé vassal. La cérémonie scellant ce lien avait lieu en général au château du suzerain en présence de nombreuses personnes pouvant témoigner de l'engagement pris par les deux parties. Le contrat féodal était valable jusqu'à ce qu'il y ait changement de personne, il devait alors être renouvelé. On l'a dit, le suzerain pouvait être lui-même le vassal d'un autre seigneur plus puissant. C'est pour cela que l'organisation est en forme de pyramide, au sommet de laquelle se trouvait l'empereur ou le roi, puisqu'il y en a toujours. Simplement, leur pouvoir réel est moins important et ils ont besoin de leurs vassaux pour diriger. Ils ne peuvent pas le faire seuls, avec leur unique fortune ou leur unique armée. La pyramide féodale dont on a parlé est une façon de représenter la hiérarchie de la société de l'époque afin d'expliquer les interdépendances, c'est-à-dire les liens entre suzerains et vassaux. Vous l'avez bien compris, à son sommet, on trouvait le roi ou l'empereur. Il était le suzerain de nombreux vassaux, des nobles comme les ducs, les marquis, les comtes, etc. Ceux-ci étaient à leur tour suzerains de petits vassaux comme les barons, les vicomtes et divers petits seigneurs. Le bas de la pyramide de la noblesse féodale était occupé par les simples chevaliers. Le suzerain devait donc protection à son vassal et lui offrait une terre. En contrepartie, le vassal jurait fidélité à son suzerain, le conseillait et lui apportait son aide financière lors de cérémonies et son aide militaire en cas de guerre. Ça fonctionnait comme ça en théorie, mais dans la réalité, c'était parfois un peu plus compliqué. Car un seigneur pouvait être vassal de plusieurs suzerains, ou être le suzerain de plusieurs vassaux. Cela a donné lieu à des situations particulières et extrêmement complexes. Par exemple, un roi, même s'il était situé théoriquement au sommet de la pyramide, ne détenait pas toujours une autorité directe sur l'ensemble de ses vassaux. Il faut bien comprendre qu'il arrivait que des vassaux soient plus puissants que le roi. Celui-ci devait donc faire preuve de diplomatie pour conserver son rang et ne pas froisser ceux qui étaient pourtant normalement ses simples vassaux.